Bonsoir à tous, le journal de TV78 pour un point sur l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite les titres de ce jeudi 5 septembre. L'été marqué par des épisodes de canicule et de sécheresse qui ont forcément impacté les cultures. Quel bilan dressent les agriculteurs? Reportage à plaisir et élément de réponse en plateau. Quentin Leguillou, président des jeunes agriculteurs de Houdan, est notre invité. Ce week-end, de nombreux forums d'associations se déroulent dans les Yvelines, l'occasion notamment pour les sections de football féminin de tester leur popularité. Quelques mois après la Coupe du Monde en France, nous recevons Mireille Lafont, présidente du club d'Elancourt. Enfin, après une semaine de rentrée, c'est l'heure de décompresser à la fin de cette édition notre sélection des idées de sortie à faire ce week-end sur le territoire. Mais avant de développer ces titres, 4 villes des Yvelines deviennent cités éducatives. Ce label a été lancé officiellement aujourd'hui par le ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie, et son homologue à l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'objectif, lutter contre le décrochage scolaire en intensifiant la prise en charge des élèves pendant et après la classe, notamment par des activités culturelles et sportives. Vous le voyez sur le territoire, font partie du dispositif Trappes, Chanteloup-les-Vignes, les Mureaux ou encore Mantes-la-Jolie. Avec moi en plateau, Quentin Leguillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes céréalier, président des jeunes agriculteurs du canton de Houdan. Avec vous, on va parler du Festival de la Terre qui se tient ce week-end à Méré, mais on va d'abord dresser un bilan de l'agriculture de cet été dans les Yvelines, dans le canton de Houdan. Le thermomètre est monté dans le département jusqu'à 42 degrés et les Yvelines ont connu des épisodes caniculaires et de sécheresse. Le préfet a placé le département en situation d'alerte le 23 juillet, arrêté maintenu le 21 août dernier, une situation qui a forcément impacté le monde agricole. Reportage à plaisir de Patrick Jacques de Dixmude et de Mélanie Poquet. Il scrute le ciel et son téléphone. Jérôme Regnault suit 2 à 3 fois par jour l'évolution de la météo. Si la terre est plus dure, en effet, on va se poser la question de sortir les charrues. Pour ce céréalier, c'est demain que les conséquences de la sécheresse estivale vont se faire sentir. L'exploitation arrive en période de labour, de préparation des terres pour les semis. L'an passé, on était dans des conditions encore plus difficiles, où là, ça avait vraiment impacté les levées de colza. Là, on est encore tôt dans la saison, donc il est encore temps que la pluie arrive et que les potentiels soient là. Les orages du début du mois d'août n'ont pas changé la situation. Les Yvelines ont été placées en situation d'alerte sécheresse le 23 juillet par la préfecture. Mais tout n'est pas négatif pour cet agriculteur. Elle n'a pas eu trop d'impact sur les cultures d'automne et donc sur le résultat de la moisson 2019. Ça a été bon à très bon pour les céréales, c'est-à-dire et en quantité et en qualité. Les grains étaient formés au moment où la sécheresse est arrivée et la canicule de fin juin. Ça a été beaucoup plus ordinaire et catastrophique sur les colzas qui, eux, avaient subi la sécheresse de l'été 2018. Le maïs, ça va être particulier, en effet, puisqu'il a pris, lui, le coup de chaud au moment où il aurait dû être haut, voire même commencer ses floraisons. Donc lui, le maïs qui sera récolté dans la région, c'est souvent entre mi et fin octobre. On va jusqu'à fin novembre, mais souvent mi et fin octobre. Lui se porte plutôt mal. Jérôme Regnault exploite 300 hectares de terrain où il cultive principalement des céréales. La pluie est annoncée pour la fin de semaine avec de rares averses. On l'a vu dans ce sujet, Quentin Leguillou, un bilan qui n'est pas forcément le même en fonction des produits récoltés. Comment s'est déroulé l'été pour vous et pour les agriculteurs du canton de Houdan ? Tout à fait. Donc ça a été très dur pour tout le monde. Une année très sèche. Il y a des cultures qui ont été beaucoup plus impactées que d'autres, comme on a pu le voir là. Là, on attend vraiment le maïs qui, lui, a été fortement impacté sur le sec, qu'il y a eu durant l'été et qu'il y a toujours aujourd'hui. C'est des sécheresses qui ont tendance à se répéter d'année en année. Est-ce que c'est une année particulièrement catastrophique ? On a déjà connu ça l'année dernière. Là, c'est la 2e année. Cette année, on a eu la chance un petit peu sur les cultures d'hiver, donc comme le blé. Maintenant, le colza, il a fortement subi, mais ouais, ça devient très répétitif. Est-ce qu'on a déjà une idée des pertes que cela va engendrer ? Sur le colza, c'est moitié de production sur toute la France. Le blé, on est sur une production à peu près moyenne. Le colza, on attend. Maintenant, on a des premiers ressentis qui pourraient être très faibles. Est-ce que vous êtes aussi vigilant sur la météo des prochains jours, un début septembre aussi où il n'y a pas beaucoup de pluie ? Tout à fait. On a semé les colzas pour l'année prochaine et déjà aujourd'hui ça commence très très mal parce que aucun colza ne sont levés, ça fait déjà 15 jours qu'ils sont en terre et ça ne lève pas, ça ne pousse pas. Donc ça laisse déjà pressentir
de mauvaises nouvelles pour la suite. Alors ça a été l'une des mesures pour faire face à la sécheresse. Le ministre de l'Agriculture a autorisé l'exploitation de terres en jachère. Les agriculteurs peuvent depuis le 21 août demander une autorisation pour couper les fourrages afin de nourrir le bétail. Certains ont critiqué une décision trop tardive. C'est aussi votre avis ? Bien sûr, au 21 août, c'est une décision qui aurait dû être prise au mois de juin, dès le mois de juin, fin juin, début juillet, arrivé au 21 août. On a pu le voir, pour particulier, dans nos gazons, chez nous, l'herbe est sèche. Donc c'est pareil, on ne va pas donner de l'herbe sèche à des bovins, à du bétail. Là, honnêtement, aujourd'hui, la mesure a été mise beaucoup trop tard. Alors, une autre mesure dont a fait part le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, il va autoriser, en tout cas, mettre en place prochainement ce qu'on appelle des retenues d'eau, une soixantaine sur le territoire français pour faire face à de prochains épisodes. C'est une décision que vous accueillez comment ? C'est une mise en place nécessaire, ces retenues d'eau ? Tout à fait. Il y a des secteurs où ils sont en pénurie, où l'irrigation est impossible. Aujourd'hui, on a une quantité d'eau qui tombe par période dans l'année forte, de plus en plus. Et avec le changement climatique, ça va s'accentuer. Aujourd'hui, on n'est pas capable de retenir cette eau, on la laisse partir à la mer. Donc il faut qu'on puisse réussir à la retenir et à l'utiliser le reste de l'année quand on a ces périodes de sec, justement. Du coup, avec cette période difficile là, qui a précédé, quelles sont les perspectives pour vous dans les prochains mois, pour les agriculteurs ? On attend la pluie. Aujourd'hui, on est vraiment orienté les yeux au ciel pour regarder la pluie. Maintenant, peut-être des mesures. On va voir ce que l'État va nous proposer sur les mois à venir, si on a de nouvelles normes ou autres. Voilà. Pour l'instant, on attend. Vous allez être vigilant sur le sujet. Restez avec nous, Quentin Le Guillou. Actualité aussi heureuse pour vous, c'est ce 66e festival de la Terre que vous organisez ce week-end à Méré. On en parle tout à l'heure dans ce journal. 600 000 participants chaque année à la fête de l'humanité. Elle revient du 13 au 15 septembre. 3 jours de fête, musique et débat à La Courneuve. Pour s'y rendre, des bus seront mis en place depuis la gare de La Verrière. Et c'est depuis ce lieu que la section locale du Parti communiste a commencé aujourd'hui la vente des bons de soutien pour l'événement. Les propos sont recueillis par Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. L'objectif ce soir, c'est de vendre des vignettes. Et c'est de diffuser les horaires des cars. On a des cars qui vont partir le samedi matin et le dimanche matin de la gare de La Verrière et de la rue Daniel Casanova à Trappes. C'est un exercice mis en place depuis l'année dernière. Une fois par mois, les sénateurs des Yvelines vont à la rencontre des territoires. Après Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye ou encore Toussus-le-Noble, c'était au tour de Saint-Quentin en Yvelines cet été. Rencontre avec les entreprises implantées sur le territoire comme Bouygues Construction, Mélanie Poquet et Michael Elmidoro. En cas d'accident, si vous suivez toute la procédure, il faudrait que vous rallumiez l'éclairage. Donc on va vous proposer de le faire. Vous allez sur une petite ampoule. Piloter à distance les infrastructures routières, l'éclairage urbain. Une installation actuellement en cours dans la communauté urbaine du Grand Dijon, développée par Bouygues. Des innovations au cœur d'une visite des sénateurs yvelinois. J'avais envie de faire connaître encore mieux à mes collègues 2 entreprises de ce territoire, Deco et Bouygues, d'une part parce que ce sont des entreprises familiales, et puis ensuite ce sont des entreprises qui rayonnent dans le monde entier. À travers ces entreprises, on a des exemples importants sur le développement économique, on a des exemples importants sur la mobilité, sur la transition environnementale. Donc je pense que c'était 2 exemples importants. Un virage vers les smart cities, pallier le manque de médecins avec la télémédecine, des avancées technologiques destinées notamment aux collectivités. L'origine, c'est la volonté des collectivités territoriales. Cette volonté, elle rencontre un savoir-faire d'une très grande entreprise, qui en plus est française, et qui comprend les collectivités territoriales parce que ce soit dans le domaine de la construction ou de l'aménagement du territoire, elle a cette expérience avec les collectivités territoriales. C'est là où on rejoint un texte que nous allons sans doute examiner au mois d'octobre, puis au printemps. La loi NOTRe, adoptée définitivement le 7 août 2015, doit faire l'objet d'un travail parlementaire, une réforme sur les collectivités territoriales voulue par le gouvernement. Cet été toujours, la ferme des Clos à Bonnel accueillait le rendez-vous des agriculteurs d'Île-de-France organisé par le GAB, c'est le groupement des agriculteurs biologiques. Pendant une journée, les différents acteurs ont pu se rencontrer, échanger aussi sur les bonnes pratiques sur le thème de la biodiversité. Retour sur cet événement avec Gwenaëlle Saint-Hilaire. Apiculture, maraîchage, élevage de volailles, bienvenue à la ferme des Clos de Bonnel.
C'est ici que le groupement des agriculteurs biologiques a rassemblé le 19 juin dernier les agriculteurs d'Île-de-France autour d'une thématique, la biodiversité. Une journée d'information et de rencontres entre les professionnels agricoles. Le but de la journée, c'était de rassembler les acteurs du territoire pour parler d'une problématique qui nous concerne tous et qui a été dernièrement soulevée par les agriculteurs du Gab, en considérant que, quand bien même ils étaient en bio, il y avait encore des efforts à faire au niveau des aménagements pour favoriser la biodiversité faunistique et floristique sur leurs exploitations. Au programme de la journée, visite de terrain et présentation des aménagements mis en place par la ferme des Clos, avec l'appui aussi du parc naturel de Chevreuse. Plan des endroits protégés, création de points d'eau, installation de parcelles aménagées pour la faune sauvage. Tout est mis en œuvre pour permettre une régulation naturelle des exploitations. Accueil de libellules et plantes aquatiques, arrivée d'insectes pollinisateurs, tout en protégeant les exploitations des nuisibles. Et cerise sur le gâteau, les agriculteurs reçoivent des indemnisations pour compenser les surfaces non cultivées. En ce moment, on est vraiment dans une période de transition où les gens veulent changer, essayent. Et ce qui est intéressant, c'est que sur certaines mesures, on a des réponses très positives de la biodiversité, avec des communautés d'espèces qui se réinstallent très rapidement. Là, on est vraiment en phase d'installation et que le projet, donc, notamment d'agroforesterie, c'est des projets qui sont vraiment sur du long terme, quoi. C'est des projets qui vont être mis en place sur plusieurs dizaines d'années. Peut-être que moi, j'en verrai pas le bout. Mais entre la mise en place d'arbres fruitiers, la mise en place d'arbres bois d'œuvre, effectivement, c'est des projets qui s'inscrivent sur du long terme. Et donc ils vont prendre beaucoup de temps. On les fait sur la pierre. Du coup, on essaie d'organiser en plus. C'est ça que les gens, les endroits qui payent. En fait, les frais, c'est maintenant. C'est pas cet hiver, quoi. Et c'est plus dans 3 mois, parce que dans 3 mois, il y a Une journée qui se termine par des ateliers pédagogiques, création de nichoirs pour mésanges, table ronde sur le thème des insectes pollinisateurs et analyse de la composition du sol. Les organisateurs espèrent que les agriculteurs pourront se servir de cette rencontre et mettre en place ces aménagements de retour sur leurs exploitations. L'objectif à terme est de démultiplier les bonnes pratiques, avec des techniques qui font leurs preuves sur le terrain et qui s'avèrent plus saines pour l'environnement et pour le consommateur. Un autre événement, ce week-end à Méret, les jeunes agriculteurs d'Île-de-France-Ouest organisent la 66e édition du Festival de la Terre. C'est ce samedi et dimanche, un moment pour découvrir, s'amuser, comprendre le monde agricole. Et pour en parler toujours avec moi en plateau, Quentin Le Guillou, président des jeunes agriculteurs du canton de Houdan. C'est un événement qui se prépare depuis un an. J'imagine qu'il y a une certaine excitation à 2 jours du festival. Tout à fait. Là, on va dire que ça fait une semaine où on est vraiment, on donne tout ce qu'on peut. Là, j'en viens justement, et puis je vais repartir après. On est là pour faire la plus belle fête, et ça fait 1 an qu'on y travaille. La plus belle fête sur le week-end, sur 2 jours. Est-ce que tout est prêt, ou en tout cas tout sera prêt samedi matin ? Oui, on va tout faire pour que samedi matin ça soit tout prêt. Déjà ce soir, on est très bien avancé. On a encore une très belle journée demain. On a le temps qui est avec nous, donc normalement un bon week-end. On parlait tout à l'heure des difficultés traversées en ce moment par la profession. Est-ce que ce genre d'événement est important aussi pour sensibiliser le public, rappeler la nécessité de soutenir le monde agricole qui nourrit la France ? Tout à fait. On organise ces événements-là, c'est vraiment pour faire présenter le monde agricole et faire un échange entre agriculteurs, citoyens, consommateurs. Il y en a qui ont des préjugés, d'autres qui ont des connaissances. Et on va échanger avec tous les acteurs du monde agricole et avec tous les citoyens. Le thème cette année, c'est l'agriculture d'hier et de demain. Ça veut dire quoi ? L'agriculteur, il a ses traditions, il compte sur ses traditions, mais regarde tout de même vers l'avenir. C'est ça que ça veut dire ? Tout à fait. Donc, d'hier à demain, c'est-à-dire on va amener beaucoup de matériel ancien qu'on aurait pu avoir dans nos fermes il y a 50, 60 ans. On va avoir du matériel aussi d'aujourd'hui, du matériel classique, et de l'innovation sur peut-être ce qui pourrait être le matériel de demain, des robots, des herbeurs, des robots qui pourraient peut-être travailler à notre place dans les champs ou faire des choses un peu plus délicates que l'humain a du mal à faire. Les drones aussi qui sont utilisés de plus en plus dans les champs, les cultures céréalières, je crois. Oui, tout à fait, pour cartographier les parcelles sur les exploitations, pour diminuer les applications d'intrants ou les engrais. Alors il y aura 100 stands présents. Qu'est-ce qu'on pourra voir sur votre festival ? Énormément de choses, c'est-à-dire tous les produits locaux qu'on peut retrouver dans les Yvelines. Ça va
des escargots, ça va, on en a tellement, des lentilles, plein de choses qu'on pourrait retrouver dans les Yvelines. On va avoir des food trucks, donc food truck avec aussi des produits locaux. On a monsieur Christophe Robin, qui est agriculteur à son champ, qui vient vendre ses poulets qui produit sur sa ferme. On va avoir aussi un gros stand de boulangerie. C'est les boulangers d'Île-de-France qui sont là sur les 2 jours, qui font du pain en direct. On est en train de fabriquer une boulangerie en plein milieu d'un champ. Éphémère. Et voilà, donc là, Là, on valorise forcément le blé. On est tout proche du territoire de la Beauce. Tout à fait. On valorise du blé des Yvelines, d'Île-de-France. Et puis les gens pourront acheter avant de repartir leur pain chaud pour le soir même ou le lendemain. Il y aura aussi un concours bovin, c'est la 2e édition de ce concours. Tout à fait, bovin. 2e édition du concours bovin avec les bouchers d'Île-de-France, la Chambre d'agriculture en partenariat, où on va organiser un concours bovin qui s'était perdu il y a quelques années et qu'on est en train de réinstaurer dans les Yvelines. Quelles sont vos attentes pour que ce 66e Festival de la Terre soit une réussite ? Pour une très belle réussite, c'est que un maximum de personnes viennent nous voir, viennent discuter avec nous, viennent échanger et passent un très bon moment avec nous sur le festival durant ces 2 jours. Et l'entrée est de 5 € gratuit pour les moins de 12 ans. Ce Festival de la Terre, je rappelle que c'est à Méré ce samedi 10h-20h et dimanche 10h-18h. Merci Quentin Le Guillot, président des jeunes agriculteurs du canton de Houdan. On retrouve bien sûr toutes les informations sur la page Facebook de l'événement. Ce week-end, le premier, après la rentrée, c'est aussi traditionnellement le moment des forums des associations. À Saint-Quentin, en Yvelines, 12 communes organisent le leur, essentiellement samedi. Rendez-vous par exemple de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h30 au gymnase du Moulin à Vent à Coignères, 10h, 17h à la Verrière pour le forum de rentrée au gymnase de la Fraternité. Mêmes horaires à Morpas qui organise son événement au gymnase de la Malmedonne. Montigny-le-Bretonneux, cette ville de Montigny-le-Bretonneux convie ses habitants entre 9h30 et 16h au centre sportif Pierre de Coubertin. Ça se terminera aussi à 16h à Villepreux, c'est au gymnase Alain Mimoun. Enfin, seule ville saint-quentinoise a proposé son forum des associations dimanche. Les Clés-sous-Bois divisera le rendez-vous en 3 lieux. Et vous l'avez vu, dans l'animation, le forum d'Elancourt se tient, lui, samedi de 9h à 17h au complexe sportif de l'Europe. Et vous serez sur place, Mireille Lafont, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes la présidente du club de football d'Elancourt, l'OSC Elancourt. Merci d'être avec nous en plateau. Juste avant de parler foot féminin, parce que vous êtes venu nous parler de cette thématique, ce forum des associations, c'est toujours un rendez-vous important pour votre club. C'est un rendez-vous incontournable de début de saison, pour toutes les associations, de manière générale. Mais pour nous, oui, effectivement, c'est le gros point, les grosses distributions de dossiers. Effectivement, 300 à 400 personnes passent sur le stand habituellement. Ça, c'est l'occasion de rencontrer vos bénévoles, avoir des informations sur les inscriptions pour la prochaine saison et peut-être aussi parler davantage de votre section féminine qui a été créée il y a 10 ans au club. Avant l'été, vous comptiez une 60aine de licenciés, 60, je crois, 62 précisément dans vos effectifs. Mais entre-temps, il y a eu cet événement, forcément la Coupe du Monde féminine de foot qui s'est déroulée en plus sur le territoire français. Est-ce que ça a attiré de nouvelles joueuses depuis ? Alors ça a déjà attiré avant, parce qu'effectivement ça a été très médiatisé. On est déjà venu nous rencontrer, nous et les clubs aux alentours. On commençait déjà à sentir effectivement ces jeunes filles qui étaient attirées par le foot. Et puis là, oui, cet été, ça a commencé à prendre un rythme un petit peu accéléré. On est déjà aujourd'hui à plus de 30% de licences en plus à la même date, à la même période. Donc on espère effectivement que là, dès que la rentrée scolaire est faite et que le forum va être lancé, on va pouvoir concrétiser ces chiffres et avoir une belle saison avec le foot féminin. C'est ça que finalement cet engouement que vous ressentez se poursuive dans les prochains mois, que c'est servi à quelque chose finalement cette Coupe du Monde en France. Tout à fait. Là effectivement, cette semaine c'était la reprise sur les U13 du 15F. On avait déjà 24 filles avec une majorité qui n'était pas encore inscrite. Donc oui, je pense que ça va être ressenti dans tous les clubs de France, j'espère, parce que c'était le moment où il fallait effectivement mettre un coup d'accélérateur sur cette pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour pas que l'engouement retombe dans les prochains mois, continuer à parler, diffuser toujours à la télé ces matchs de football communiquer, féminin. Mais effectivement, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, bien accompagner les filles, bien les former, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup quand même de débutantes. Donc mettre les bons éducateurs aux bons endroits, les accompagner, avoir les parents qui sont présents régulièrement, et puis je pense qu'après tout peut se mettre en route rapidement. Davantage de féminisation aussi dans les postes de dirigeants, c'est le cas dans votre club. Vous êtes à la tête d'un club de football. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas monnaie courante.
présidente, on est 14 femmes sur les Yvelines. Donc c'est vrai que c'est une grosse mission, mais bon, c'est plutôt intéressant. Et effectivement, à Elancourt, on a, je pense, cette spécification qui fait que voilà, il y a une femme présidente, il y a des femmes au bureau, il y a des femmes dirigeantes, il y a une femme arbitre. Il y a des femmes joueuses et des jeunes filles qui commencent à mettre le pied à l'étrier, donc ouais, c'est intéressant. Et puis nos joueuses seniors commencent effectivement à envie d'avoir le don et la capacité à pouvoir former les plus jeunes, donc ouais, je pense que c'est une belle vitrine. Sur ce forum, ça me dit est-ce que vous allez davantage parler de la section féminine ou comme les autres années, ça fait 10 ans qu'elle est présente à Elancourt. Il n'y a pas forcément besoin de faire de différence. Justement, on s'est montré effectivement que les filles, elles ont leur place autant que les garçons. Et un club de foot, c'est un club qui accueille tout le monde. Plus d'une 60aine de licenciés, on le disait, féminines. Ça se divise sur plusieurs catégories, c'est ça? Tout à fait. Alors ça commence des plus petites aux plus âgées. Donc on part des U5. On a une section baby-foot où on a déjà quelques petites qui sont intéressées, donc ils viendront s'inscrire samedi. Et après, effectivement, de U6 à U11, c'est des féminines qui jouent, qui s'entraînent une fois par semaine toutes seules et qui s'entraînent après en mixité et qui font des plateaux qu'organise le district régulièrement les week-ends avec d'autres clubs. Donc elles commencent à pratiquer entre filles. Et donc là, cette année, effectivement, on a reçu le label École de foot féminin l'année dernière, donc on est structuré pour accueillir. Et donc cette année, on va pouvoir avoir une U13F, une U15F, une U18, j'espère. Et puis les seniors, effectivement, qui vont être à 11 et puis à 7 aussi. Une belle équipe, un beau championnat l'année dernière, donc ouais, ça joue au ballon. Ce que vous me le disiez avant ce journal, ce qui pourra être intéressant, c'est d'avoir les filles dès les catégories débutantes et de pouvoir suivre une évolution, suivre cette évolution. Voilà, pérenniser, les conserver et puis les faire progresser et arriver jusqu'en senior. Et peut-être même un jour arriver dans les mains de notre partenaire, la JOCR. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette saison? Alors, plus généralement pour le club d'Elancourt, section féminine, section masculine également? Des résultats, effectivement. Là, on est en train de se restructurer. On a l'arrivée d'un directeur sportif, Aziz Mokaden, qui est arrivé cette année. Voilà, on a beaucoup d'ambition. On espère effectivement qu'on va pouvoir concrétiser sur 1 an ou sur 2 ans. Mais ouais, là, l'accélérateur est mis. Bonne saison à vous. Merci Mireille Lafont, présidente du club de football de l'OSC Elancourt. Merci beaucoup. Et j'accueille, à présent on est content de la retrouver, Mélanie Poquet sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction TV 78. Quoi de mieux pour décompresser en cette fin de semaine, cette première semaine de rentrée, pour profiter de rendez-vous originaux. Mélanie, vous avez sélectionné 2 rendez-vous, 2 idées de sortie à faire ce week-end. Et oui, et pour l'un d'entre eux, on va prendre de la hauteur puisque le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye vous propose une balade pour le moins originale, une promenade historique sur les toits du château, une hauteur qui vous permet d'avoir un point de vue sur la forêt et les alentours jusqu'à l'aqueduc de Marly. Elles sont organisées tous les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 30 septembre et la réservation se fait le jour même à la billetterie du musée. Plus au sud, dans le département, dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, c'est une balade bucolique. Oui, c'est le musée du Petit Moulin qui vous emmène là pour une randonnée de 3 heures, un peu plus de 6 km pour partir à la découverte du réseau hydraulique des Vaux-de-Cernay à travers 6 moulins à eau. Certains ont bien sûr aujourd'hui disparu, mais on trouve encore quelques traces. Et à l'issue de cette randonnée, le Petit Moulin des Vaux-de-Cernay sera visite en accès libre. Pour les intéressés, pensez à réserver auprès du Petit Moulin. Le rendez-vous, Grégory, est donné ce samedi 7 septembre à 14h30. Merci Mélanie, on vous retrouvera dès la semaine prochaine, jeudi, aux manettes de l'émission 7-8 Culture, cette saison sur TV 78. Autre idée de sortie, le ballet de l'Opéra de Paris, Cendrillon, qui est projeté en plein air. Plusieurs projections de l'œuvre du chorégraphe Nourieff et dont la musique est signée par Prokofiev sont proposées dans les Yvelines ce samedi 7 septembre à Conflans-Sainte-Honorine, Versailles et Saint-Germain-en-Laye et le samedi 14 septembre à Mantes-la-Jolie et Marly-le-Roi. C'est à chaque fois à 21h. Objectif, l'accès de la culture pour tous. Écoutez cette interview au micro de Nicolas Dandry. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que Cendrillon n'est plus la Cendrillon que l'on a connue, c'est-à-dire des contes de fées des enfants, mais c'est une Cendrillon qui a été repositionnée dans les années 30, avec, comme si elle était une artiste dans ce monde hollywoodien, avec, si vous voulez, toute une espèce de développement de sa vie dans le cadre cinématographique, avec des rappels cinématographiques. Donc c'est très étonnant. Il y a toute une histoire métaphorique autour de Cendrillon, donc ça s'adresse à la fois aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisque la démarche métaphorique dans le monde cinématographique nous permet d'avoir quelque chose de très très original et puis d'une qualité exceptionnelle.
Projection gratuite, toutes les informations à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Avant de vous laisser, attention, si vous empruntez la ligne U du Transilien en raison de travaux de maintenance, aucun train ne circulera ce samedi 7 septembre sur cet axe qui relie la Verrière à la Défense à Paris. Des bus de substitution seront mis en place uniquement sur certains tronçons. Toutes les informations sur le site transilien.com. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouvez Marilène Yapichino pour le premier 7-8 hebdo de la saison qui reviendra sur l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour un journal d'information locale. Belle soirée sur TV78.